Le Conseil du système alimentaire montréalais est né d'une convergence d'une action citoyenne qui souhaitait avoir une instance régionale pour faire remonter les besoins en termes d'alimentation de la population et d'agriculture urbaine. Et une volonté des institutions publiques, la Ville de Montréal, la Direction régionale de santé publique et le ministère de l'Agriculture, de répondre à ces besoins d'une manière structurée. Donc, le Conseil rassemble des représentants des divers secteurs du mouvement alimentaire et du système alimentaire au complet. Donc, il y a des représentants des institutions, des chercheurs, des représentants de société civile, des groupes communautaires, des banques alimentaires, ainsi que les petites et moyennes entreprises bioalimentaires. Donc, le Conseil de politique alimentaire, le Conseil du système alimentaire montréalais, on est vraiment basé sur le territoire de l'île de Montréal, alors que la région productive est la région de la Montérégie, au sud de l'île de Montréal. Donc, on est conscient que pour développer des circuits courts, il faut aller au-delà du territoire de l'île de Montréal. Et pour aider les agriculteurs à faire la transition vers l'agriculture biologique, plus responsable, qu'il y a un accompagnement qui est nécessaire. Nous avons au sein du Conseil des représentants de l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture qui, eux, travaillent sur ces enjeux-là. Mais je dirais c'est un peu en dehors des compétences du Conseil du système alimentaire montréalais parce que notre territoire est vraiment l'île de Montréal. Alors là, on regarde, par exemple, plus l'agriculture urbaine, comment ça peut être développé. Et dans l'ouest de l'île, on a des terres en friche qui ont un potentiel agricole. Il y a des projets aussi en cours avec notamment les grands parcs, le service des grands parcs de l'île de Montréal pour développer ces zones-là et avec de l'agriculture, mais avec un regard récréo-touristique aussi. Donc, on a un projet, par exemple, qui s'appelle le paysage humanisé sur l'île Visa, qui est un arrondissement de Montréal, où c'est une aire de protection du territoire unique. Donc, c'est le premier qui va avoir ce statut de paysage humanisé au Québec. Et ce que ça veut dire, c'est que par rapport aux parcs nationaux où on ne fait aucun développement, il y a un certain développement qui est permis. Donc, une exploitation agricole peut être réalisée sur le territoire. Mais c'est ce genre d'agriculture-là qu'on cherche à développer sur plus petite échelle et plus multifonctionnelle. Donc, c'est différent que l'accompagnement qui serait nécessaire pour les productions de plus grande capacité qui, elles, se retrouvent plus sur la rive sud de Montréal, dans la région de la Montérégie. Alors, quand on regarde qu'est-ce qui se passe en France comparé à ce qui se passe aujourd'hui au Québec, on voit qu'il y a plusieurs points de convergence. Il y a cette émergence de systèmes un peu partout qui viennent formaliser les relations entre les différents acteurs des systèmes alimentaires. Donc, il y a beaucoup de questions sur la gouvernance de ces instances-là, comment ça fonctionne. Nous, à Montréal, on a un conseil de politique alimentaire qui est basé sur un modèle très commun en Amérique du Nord, mais on a été la première ville francophone à se doter de ce type de structure. Donc, on est un peu en train de se l'approprier. Et on retrouve en France avec les projets territoriaux en agriculture et alimentation, les mêmes questions de gouvernance qui participent à la prise de décision, l'implication des citoyens, l'engagement des élus dans le processus et l'équilibre entre les agriculteurs et les consommateurs, par exemple. Ce sont des choses, des enjeux qu'on retrouve autant au Québec qu'ici en France. Et avec ça, on voit aussi l'émergence des nouveaux métiers de coordination. Donc, je sais qu'il y a plusieurs réseaux nationaux en France qui aident avec ce type de coordination et qui offrent des formations et font une veille stratégique sur l'évolution de ces systèmes. Au Québec, on a quelque chose qui ressemble un peu à ça.
qui s'appelle les tables intersectoriales régionales en saines habitudes de vie. Mais ce point de départ en saines habitudes de vie s'est beaucoup élargi dans les dernières années. Et donc, dans chaque région, la table s'occupe beaucoup des questions de développement du territoire, de qualité de vie des citoyens aussi. Et ce réseau-là joue un peu le même rôle de voir comment on peut bien faire la coordination, comment on peut... C'est une communauté de pratiques, en fait, où on peut partager les bonnes pratiques, partager les défis et ensemble trouver des solutions. Ce qui est différent entre le Québec et la France, c'est qu'on n'a pas les mêmes infrastructures en place pour permettre le développement de ces systèmes. Donc, par exemple, au Canada, nous n'avons pas de système ou de services alimentaires dans les écoles. Donc, les cantines, pour nous, c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu. Ça peut être développé par les villes ou par les communautés, mais on n'a pas de programme national pour assurer une alimentation aux élèves. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on a un manque d'infrastructures comme ça, ben, les citoyens font de l'innovation pour essayer de pallier. Donc, on a des entreprises sociales qui se développent pour répondre à la demande, pour offrir des repas à coût modique pour les familles défavorisées. Un autre exemple, je dirais, c'est l'infrastructure des marchés d'intérêt national. J'ai eu le plaisir de visiter le marché d'intérêt national ici à Montpellier. À Montréal, nous avons un marché central. Alors, ça a la fonction d'échange entre les grossistes et les distributeurs, mais il n'y a pas d'infrastructure pour faire de la transformation. Donc, encore là, on a des innovations qui viennent pallier à cette manque d'infrastructure centrale. Donc, on a des organismes, par exemple, sur le niveau des arrondissements qui vont repérer les infrastructures disponibles comme des cuisines ou des espaces d'entreposage et vont faire coordonner la mutualisation de l'utilisation de ces ressources-là par des groupes, des organismes solidaires qui répondent aux besoins des cantines dans les écoles, par exemple, ou qui vont offrir des services de popote roulante pour livrer des repas aux personnes âgées qui vivent l'isolement. Donc, on voit une différence quand même entre l'infrastructure qui permet le développement des systèmes alimentaires. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a un manque de structure, ça laisse place à l'innovation, mais à la fin, c'est peut-être pas la meilleure solution si on avait une approche plus structurante pour permettre le développement. Ce serait quelque chose vers lequel on travaille. Le point de départ ou la perspective de ceux qui ont commencé à créer des systèmes alimentaires en France est différent de ce que nous avons au Québec. Pour la région de Montréal, par exemple, le point de départ, c'est vraiment des préoccupations de santé publique et des inégalités sociales de la santé. Donc, c'est parti d'une problématique de maladies chroniques et surpoids qui font de la pression sur le système de santé. Et après, on regarde beaucoup aussi les questions d'insécurité alimentaire, donc la faim, avec un nombre des élèves importants qui commencent la journée sans avoir mangé, avec plusieurs ménages qui ne peuvent pas se nourrir de façon adéquate avec leurs moyens économiques. Alors après, quand on rentre dans une logique de système, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres enjeux, par exemple le développement du territoire, la viabilité économique des entreprises agricoles. Mais pour nous, ce n'était pas notre point de départ. Alors qu'en France, je crois que ce que j'ai pu constater, c'est que le développement du territoire et l'agriculture au centre de cela est vraiment au cœur des systèmes alimentaires qui sont développés. Et alors, des questions d'insécurité alimentaire et de justice sociale, si on veut, il y a, comme chez nous, il y a une conscience du fait qu'il faut aborder ces enjeux autant que le point de départ. Mais
dans la séquence, ça vient après. Et donc, ça a un impact sur comment les systèmes sont organisés. La question, par exemple, du prix des aliments, pour nous, ça fait partie des questions primordiales. Au début, comment est-ce qu'on peut rendre la nourriture abordable? Alors que quand on commence de la perspective du producteur, on parle davantage du juste prix pour le fruit de leur travail, alors que les deux sont en tension, mais éventuellement, il faut les réconcilier, mais chacun s'y prend d'une autre manière. Au Québec, par rapport à la France, la problématique de l'eau n'est pas au premier plan. Toute la question des changements climatiques et comment on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui vient après, parce qu'on a une préoccupation vraiment de répondre aux besoins de la population. On regarde surtout les enjeux de pauvreté. Et quand on parle de la transition écologique, on ramène souvent le fait qu'il faut faire une transition juste, donc qui ne va pas aggraver les problèmes des inégalités sociaux. Donc, on sait qu'il faut y arriver, mais il y a beaucoup d'hésitation de résoudre un problème en aggravant un autre, alors que ici, je pense que la transition écologique en France, c'est quelque chose qui est vraiment un a priori dans le développement du système alimentaire. Par contre, au Québec, on n'est pas encore rendu à aborder ces questions-là parce que notre point de départ est différent.